Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette quatrième édition de Parlons Inclusion numérique, un événement de la Mednum et de la Banque des Territoires. Je suis Catherine Decopé, je suis journaliste au magazine Chute. Si vous ne le connaissez pas, c'est un magazine qui décrypte l'impact du numérique sur notre société et dont le numéro 8 va sortir très prochainement. Avant de démarrer le sujet qui nous occupe aujourd'hui, quelle cartographie pour l'inclusion numérique, je vais faire un tout petit point pratique par rapport à l'outil de webinaire qu'on utilise ce matin, Livestorm. Tout simplement, chaque participant, spectateur de ce webinaire pourra poser une question à tout moment dans l'onglet questions. Donc, ce n'est pas l'onglet de chat, si vous le voyez en haut à droite de votre écran. Et lorsque c'est possible, n'hésitez pas à préciser dans votre question à quel intervenant elle s'adresse, bien sûr. Toutes les questions sont soumises au vote de tous les participants. Et vers 10h, quand on prendra les questions, quand ce sera le temps des questions, les questions qui auront reçu bien sûr le plus de votes seront traitées de façon prioritaire. Voilà, on va tout de suite lancer ce webinaire avec un petit mot introductif de Guilhem Pradalier, directeur général de la Mednum. Bonjour, je vous laisse ouvrir cette matinée. Bonjour, merci Catherine, bonjour à tous. Je vais tenter d'être bref et de laisser rapidement la parole au premier intervenant, mais simplement voilà, pour vous souhaiter la bienvenue, me présenter rapidement. Donc moi je suis Guilhem Pradalier, je suis le nouveau directeur général de la Mednum. Voilà, aujourd'hui j'ai le plaisir d'introduire le format et de vous dire que c'est le dernier de l'année, puisqu'il y en a déjà eu 3 avant, donc ce sera le dernier cette saison. C'est un très beau format qui a eu un certain succès cette année et dont on est vraiment content. On réfléchit déjà à des reconductions pour 2022 grâce à nos partenaires de la Banque des Territoires, que je voulais remercier aussi aujourd'hui, donc Nicolas Turca et Julie Stein particulièrement. Remercier aussi nos intervenants, Jacques-François, Adrien, Marie, Vincent et bien sûr Sébastien qui vont s'exprimer aujourd'hui sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur à la Mednum, puisqu'il s'agit des cartographies et de l'inclusion numérique forcément. Un sujet qu'on a d'ailleurs pas mal travaillé sur le dernier numérique en commun, hein, avec nos partenaires data activistes sur des sujets proches, enfin, des types de formats de données et pas uniquement sur les parties cartographiques, et j'imagine qu'il sera question des deux. Et donc, si je parle données et cartographie, je pense que la transition est parfaite pour leur laisser la parole à Sébastien, qui après un passage à l'ARCEP, est maintenant directeur général de l'IGN et nous a fait le plaisir d'introduire, enfin, une petite première séquence sur ce Parlons inclusion numérique sur les cartographies. Et je te laisse la parole, Sébastien. Merci beaucoup. Bonjour. Sébastien Torino, c'est à vous. Ouais, bonjour, écoutez, je suis ravi. J'ai fait un petit peu plus qu'un passage à l'ARCEP puisque j'y ai sévi pendant 6 ans. Écoutez, c'est vraiment un grand plaisir. J'ai participé à titre personnel à la mise en place de ce qui s'appelait à l'époque l'agence du numérique lorsque je travaillais auprès de Fleur Pellerin. On a cru à ce moment-là à quelque chose qui à l'époque n'était pas forcément dans le vocabulaire courant, c'est ce qu'on appelait le co-design. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'il y avait quelque chose en commun entre le programme de la French Tech, entre le plan France Très Haut Débit et entre les enjeux de médiation numérique, c'était qu'on était dans des enjeux de co-design, c'est-à-dire que l'État avait à la fois une responsabilité pour accompagner les acteurs, mais que ce n'était pas l'État qui était au premier plan, ce n'était pas un État agissant, c'était un État en capaciteur. Alors, on n'avait pas encore tout ce vocabulaire à cette époque. Et donc, je suis ravi de voir que la médiation numérique a suivi sa route, a pris une ampleur nouvelle, notamment avec les décisions prises par Cédrico, et qu'elle s'insère maintenant dans un réseau d'acteurs et dans un schéma d'action dans le cadre de la transformation publique portée par Amélie de Montchalin. Donc, je suis vraiment extrêmement impressionné par l'ampleur que prend ce mouvement. Alors, juste peut-être un tout petit mot personnel pour vous dire que donc moi j'ai commis un livre dans lequel j'appelle à un changement de l'État. Et une des choses qui me motive, c'est pour ça que je commence par ce petit décroché, une des choses qui m'a motivé, c'est le décalage considérable en fait que j'ai observé entre la manière dont la société a évolué et la manière dont l'État a évolué. Et notre État, d'une certaine manière, il a été très marqué par l'après-guerre.
Il a été ensuite très marqué par le virage libéral des années 80-90. Et en fait, il doit faire une troisième mue aujourd'hui, notamment par rapport aux enjeux climatiques, mais aussi parce que le tissu social a changé et la manière dont les gens coopèrent a changé. Et c'est là où le numérique me paraît intervenir de manière très forte. C'est qu'en fait, le numérique donne des nouvelles capacités institutionnelles en fait aux gens. Il permet ce que le sociologue Maffesoli appelle l'âge des tribus, l'ère des tribus, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de dépassement en fait des formes traditionnelles anthropologiques, voilà, qui s'est faite après-guerre, le dépassement du village, le dépassement de la famille, le dépassement de la paroisse, le dépassement du cadre de l'entreprise. Et en même temps, après cette grande phase d'émancipation de l'individu, on voit un appel en fait à former un appel à d'autres formes de collectifs, donc que le sociologue a appelé les tribus, donc qui est une manière de se reconfigurer de manière libre, ouverte, un peu comme les acteurs d'un commun qui se donnent des règles du jeu et en une liberté d'entrée et de sortie, ce qu'on appelle l'affiliation libre et ouverte à ces groupes. Et le numérique joue pour moi un rôle très important dans cette nouvelle dynamique sociale, en ce qui va donner un outil de coopération nouveau. Et donc, c'est là où la médiation numérique me paraît très importante, parce qu'on voit bien que dans cette matrice sociale en reconfiguration profonde, il est évidemment indispensable que l'ensemble de nos concitoyens puissent participer à ce mouvement. Et il n'y aurait rien de pire que de recréer une fracture dans ce qui est un élan de capacité de l'ensemble de nos concitoyens à participer de manière beaucoup plus forte à la vie de la cité à travers cette capacité de constituer des tribus. Donc je voulais dire voilà, combien cet enjeu de la médiation numérique qui me paraît vraiment essentiel. C'est vraiment un enjeu fondamentalement démocratique au moment où la participation n'est plus seulement une participation dans la consultation, mais aussi une participation dans l'action. Hein, on l'a vu au moment de la Convention citoyenne pour le climat. Moi, j'ai été impressionné de voir l'élan qui s'est porté autour de cette convention et en même temps la petite frustration de se dire d'accord, il y a eu un grand élan pour décider ensemble de notre avenir, mais après, des fois, on a eu un peu l'impression qu'on s'en remettait au Behemoth, qu'on s'en remettait ensuite au Léviathan pour implémenter tout ça, alors que voilà, ce qu'on sent tous, c'est que les problèmes de notre temps, ils se résolveront d'abord par une action et une mobilisation de la société. Bon, voilà ce que je voulais dire en petite introduction personnelle. Pour vous parler un peu plus de cartographie, et sans redire ou refaire ce qui a été effectivement bien mis en évidence dans les journées de numérique en commun, c'est qu'on voit bien que la carte, en fait, c'est un instrument de médiation, justement. La carte, elle permet de représenter des réalités et elle permet de représenter des réalités pour agir sur ces réalités. C'est-à-dire que, autrement dit, la carte, non seulement elle est là pour dessiner le monde, mais en fait, la carte, c'est un outil pour redessiner le monde. On va vers en fait une carte action qui est une capacité de montrer l'invisible, de rendre visible l'invisible, et de ce fait de donner une capacité de changement. Donc les exemples, évidemment, ils sont bien connus. Hein. Dans la cartographie radicale, moi j'aime bien reprendre l'exemple, par exemple, des favelas à Rio, où auparavant, sur les cartes officielles, en fait, elles n'existaient pas, parce que ce n'étaient pas des constructions bâties au sens traditionnel. Mais en fait, en les rajoutant sur la carte, on se rend aussitôt compte qu'il y a un enjeu d'infrastructure, il y a un enjeu routier, il y a un enjeu de comment on installe les écoles par rapport aux populations. Donc ça me semble être un exemple assez marquant de comment, en fait, la carte permet de faire émerger une réalité qui va ensuite donner des outils pour agir. Une carte, autrement dit, engagée, une carte voilà, qui est déjà à moitié dans l'action. Et de ce point de vue, je crois qu'on a encore beaucoup à faire dans la sphère publique pour faire monter en puissance ces éléments de cartovise, en fait, hein, de visualisation cartographique, de data vise par la carte,
Et voilà, il y a certainement encore beaucoup à faire. Alors nous, on est engagé à l'IGN dans tout un tas de projets que je vais pas vous lister. Ce qui me paraît important, en fait, c'est d'outiller l'ensemble des acteurs, l'ensemble des parties prenantes qui souhaitent se saisir de la carte pour montrer ces phénomènes avec des outils simples. Et c'est ce à quoi nous allons travailler à l'IGN. On va mettre en place un guichet qui va s'appeler le guichet cartographe du service public, dans lequel on va accompagner toute collectivité locale, toute administration, tout acteur public à pouvoir se saisir des cartes justement pour donner à voir un certain nombre de phénomènes, pouvoir les orienter vers tous les outils qui existent, y compris les outils ouverts, évidemment. Je crois qu'il y a un collègue d'OpenStreetMap qui intervient après. On a des outils, évidemment, qui seront proposés aussi côté IGN, et je salue Marie Gombert des équipes qui vous présentera ça également. Ce qui est important, c'est qu'il y ait des outils qui soient disponibles et qui soient ouverts. C'est-à-dire que on voit bien qu'aujourd'hui, Google Maps, c'est super, mais une fois qu'on a mis tous ces points sur Google Maps, en fait, les points, ils appartiennent à Google Maps, quoi. Donc, c'est un petit peu embêtant en termes de souveraineté et de maîtrise de l'information. Donc ça, c'est un premier volet, c'est comment utiliser la carte pour montrer des phénomènes. Ensuite, le deuxième volet, c'est comment est-ce qu'on s'intéresse par la carte aux phénomènes d'exclusion. Voilà, et là-dessus, bon, je suis pas le mieux placé parce que je suis pas un spécialiste de la question, mais il me semble effectivement que la carte peut être quand même un bon élément pour architecturer une présence de médiation numérique. On le voit, il y a le thème de la ville du quart d'heure, du territoire de la demi-heure, donc cette question de comment est-ce qu'on se rapproche des gens dans leur capacité d'accéder à un certain nombre de services en partant de leur réalité, en prenant leurs itinéraires réels, leurs canaux réels d'accès à un certain nombre de services. Alors, ce n'est pas que le service public, ça peut être une épicerie solidaire, ça peut être l'accès à une banque ou un lieu de convivialité. Mais on voit bien que la carte peut être un outil pour piloter de manière plus efficace ces différentes présences sur le territoire et veiller à ce que effectivement on garde le lien avec des populations que le numérique peut avoir naturellement exclues. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction. Et écoutez, je vous souhaite vraiment de bons travaux. Je suis ravi de cette dynamique qui existe autour de la médiation numérique et qui me semble être emblématique de ce mode de fonctionnement en réseau dans lequel l'État est présent, mais il est là pour donner le cap, donner une ambition, donner une envie, donner un désir, et ensuite apporter des outils pour que les tribus, la tribu de la médiation numérique, puissent se reconnaître, s'instituer et avancer. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup Sébastien Soriano, et donc merci d'avoir posé en introduction déjà quelques éléments du débat qui va nous occuper maintenant. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Je vais d'abord présenter les intervenants de ce matin, et donc qui sont membres de tribus différentes, mais ça sera peut-être à eux de le préciser. Marie Gombert, bonjour. Vous êtes responsable du développement des partenariats donc à l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière, pour la région du Sud-Ouest. Vincent Bergeau, bonjour à vous. Donc, vous êtes associé chez Territoriaux et administrateur d'OpenStreetMap France, également chercheur associé de l'UMR Passage de l'Université Bordeaux-Montaigne. Jacques-François Marchandise, bonjour. Vous êtes, vous, cofondateur et directeur de la recherche et de la prospective de la FING, la Fondation Internet Nouvelle Génération. Et Adrien Devos, bonjour. Vous êtes, vous, coordinateur du Hub Innora, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, pour démarrer, j'avais envie de poser une question toute simple, c'est pourquoi on va faire des cartographies d'inclusion numérique aujourd'hui? C'est vrai que Sébastien Soriano pointait l'idée que la carte va peut-être justement révéler des exclusions et peut-être mieux les comprendre. J'aimerais peut-être tout de suite qu'on parte sur un exemple de terrain avec l'exemple justement du Hub Innora qui a mis en place une carte des services d'inclusion numérique. Alors pourquoi, Adrien Devos, dans votre Hub qui, je le rappelle, est un regroupement de 3 associations, services d'inclusion numérique, vous avez souhaité faire une carte? Quel était le pourquoi, voilà, de cette carte?
Merci. Juste 4 associations pilotes 4 du Hub, associations, pardon. un certain nombre qui participent à différents travaux. Bonjour à toutes et à tous. Alors, pourquoi cartographier les services d'inclusion numérique? Alors, déjà parce qu'on nous l'a demandé. C'est-à-dire que dans le cadre de l'appel à projet des hubs territoriaux, la Banque des territoires et l'Agence nationale de la cohésion des territoires avaient indiqué dans les chantiers prioritaires le fait de cartographier les acteurs. Et pourquoi cartographier les acteurs? Parce que les acteurs de la médiation numérique ont ceci, alors, de particulier, je ne sais pas, mais d'être de nature très, très, très diverse. Et donc, d'avoir une difficulté à se faire connaître sur les territoires et à être identifié par les acteurs qui accueillent les publics en difficulté. Autrement dit, on a aujourd'hui des gens qui ont besoin d'accompagnement au numérique, qui se rendent dans des lieux qui ne sont pas nécessairement à même de les accompagner. On pense par exemple à tous les travailleurs sociaux qui reçoivent des personnes en difficulté, dont ce n'est pas le métier d'accompagner au numérique, et qui, pour orienter les personnes, n'ont pas forcément les ressources cartographiques d'annuaire, de recensement sur le territoire pour savoir qui est à même, puisque sur un territoire, ça va être une France Service, sur une autre, ça va être plutôt la médiathèque, sur un autre, ça va être le centre social, etc. etc. Donc l'enjeu initial, il est vraiment de donner à voir ce qui existe sur les territoires. Et comme l'a dit très justement Sébastien Soriano, en donnant à voir, finalement, on agit déjà sur le territoire, puisque c'est à la fois un prétexte pour mettre les acteurs autour de la table, c'est-à-dire de faire un diagnostic partagé du territoire en se disant qu'est-ce qui existe, quels sont les manques. Et en ça, déjà, la cartographie agit finalement sur l'offre et sur l'accompagnement en médiation numérique. Et puis, ça permet aussi d'identifier là où sont, comme on dit trivialement, les trous dans la raquette. Et ça permet d'ajuster les politiques publiques, les initiatives. Donc, voilà l'utilité principale et le pourquoi principal de la cartographie. Alors, vous insistez sur la diversité des acteurs. Donc, c'est des acteurs qui, finalement, ne se positionnent pas, eux, toujours clairement comme acteurs de la médiation numérique, ou en tout cas, cette information n'arrive pas, du côté des travailleurs sociaux ou des personnes qui orientent les publics, c'est ça? Cette diversité, elle est méconnue de qui peut faire de l'inclusion numérique? Tout à fait. En fait, on a un peu pour être caricatural, un peu de type d'acteurs. On a les acteurs historiques, donc les espaces publics numériques, qui de longue date, en fait, se revendiquent de la médiation numérique, qui, en ayant, dès les années 2000, plutôt travaillé sur la question de l'accès au matériel, de l'accès au numérique au sens physique du terme. Et donc, ceux-là sont comment dire, en général identifiés sur le territoire, ou en tout cas se revendiquent eux-mêmes comme acteurs de la médiation numérique. Et puis après, on a tous les monsieur et madame Jourdain de la médiation numérique qui, au fil de l'eau, ont adapté les activités de leur structure pour répondre aux besoins. Et là, je pense notamment à tout le milieu associatif qui a pris petit à petit la mesure du besoin. Je pense aux centres sociaux dans les territoires à la fois urbains et ruraux qui, pour répondre aux besoins, se sont bien rendus compte qu'il y avait un sujet sur le numérique et qui ont développé ici des ateliers, là des permanences, avec des bénévoles, avec des professionnels, et qui finalement sont devenus, par la force des choses, acteurs de la médiation numérique, mais qui sont restés sous les radars. Encore une fois, c'est très caricatural, hein. Il y a plein de gens qui sont très connus sur leur territoire, mais qui globalement, en tout cas en termes de suivi un peu macro sur les territoires, sont restés en dehors des radars. Alors, vous évoquez la demande, on vous a demandé de faire cette carte. Alors, du coup, je voudrais me tourner ou donner la parole plutôt vers Marie Gombert, par rapport à justement cette demande. Est-ce qu'aujourd'hui, du côté de l'IGN, vous en faites l'expérience, peut-être pas pour la médiation numérique, mais peut-être plutôt pour ce qu'on appelle les informations géographiques, mais quelles peuvent être les demandes aujourd'hui des pouvoirs publics par rapport à ce besoin de cartes, en fait? Pourquoi les pouvoirs publics vont insister pour essayer d'avoir des cartes? Souvent, la décision en fait de cartographier une politique publique, c'est parce que effectivement on veut montrer quelque chose et on veut aussi interroger une situation. L'avantage en fait de cartographier une information, c'est qu'après aussi, dans le cas de l'inclusion aussi, c'est intéressant. C'est ce que je comprends, c'est qu'il y a des stratégies départementales à la base, mais au niveau de l'État, il y a aussi une volonté en fait de développer une politique publique et de pouvoir en fait influencer l'offre et surtout favoriser le développement de services. Et donc du coup, agréger une information géographique au niveau national, on sait que c'est quand même plus facile et plus parlant que d'agréger des annuaires
Excel ou des PDF. Et comme on dit, il vaut mieux une bonne carte qu'un long discours. Et donc, du coup, c'est souvent dans ce sens-là, en fait, que ça se met en place. Et ensuite, toutes ces bases de données, une fois constituées, en fait, elles permettent d'être interrogées. À l'IGN, par exemple, on développe des outils comme les isochrones, les isodistances, ce genre de choses. Et ça permet de pouvoir rendre cette donnée intelligente, de la questionner, de la mettre en parallèle d'autres variables et de pouvoir sortir, en fait, justement, des informations plus consistantes et de pouvoir, justement, là, on vous en avez parlé, mais l'indicateur de fragilité numérique ou ce type de variables, elles peuvent se mettre en place et se calculer beaucoup plus facilement avec l'aide de cartes que avec un annuaire de base. Donc, voilà, je pense que c'est dans ce cadre-là. Excusez-moi, vous parlez d'isochrone ou d'isodistance. Est-ce que vous pouvez expliciter en 2 mots? Parce que je pense que c'est pas clair déjà pour moi, mais je pense pour une partie des gens qui nous écoutent. Ce sont des outils numériques en fait qui permettent à partir des bases de données de pouvoir savoir dans un rayon donné, je sais pas, par exemple 1 km, 2 km, 3 km, le nombre, le type de service et le nombre de services qu'on peut avoir autour de soi. C'est pas mal utilisé ce genre d'outils en fait par les pompiers par exemple quand ils veulent savoir en matière de population, ils doivent être à moins de 20 minutes en matière d'intervention, donc ils doivent implanter des casernes à certains endroits du territoire et donc du coup ils utilisent ces outils pour savoir si ils maillent bien le territoire et qu'à moins de 20 minutes par exemple, ils ont forcément des pompiers qui sont en capacité de venir aider les personnes. Très bien. On va revenir dans quelques instants à la question des outils à proprement parler, parce que c'est évidemment une question cruciale quand on parle de cartographie. J'aimerais d'abord que peut-être Jean-François Marchandise nous fasse un petit point sur les usages, puisque finalement là on parle beaucoup de pourquoi faire une carte, mais peut-être pas pour qui. On a bien compris que ça allait aider les pouvoirs publics d'avoir des cartes. Après, on se posera aussi peut-être la question de quelle échelle est pertinente. Du côté des usages, est-ce que on a la réponse aujourd'hui de pour qui ou pourquoi on a envie de faire ces cartes ou besoin de faire ces cartes? Oui, je pense qu'il y a une grande diversité d'usages possibles. Les premiers auxquels pensent les acteurs, et ce que Adrien vient de mentionner, c'est le fait de dire les acteurs de politique publique qui sont en train de déployer ou en train de recenser ou en train de labelliser de l'offre de médiation numérique ont besoin de la représenter, ils ont besoin de la rendre visible, ils ont besoin de se la représenter pour décider, pour agir, pour piloter les politiques publiques. Et en fait, c'est un besoin très partagé, pas simplement par l'État, la Banque des Territoires, la Mednum, les régions, les départements, les métropoles et autres, mais vous voyez la grande diversité d'acteurs de ces politiques qui ont déjà besoin d'une sorte de terrain commun. Qui vaut parfois mieux que des longues réunions ou des longues listes, mais c'est aussi un besoin de la part de tout un ensemble d'autres acteurs de réseau. Alors ça peut être des entreprises de réseau comme par exemple la Poste, les réseaux bancaires et encore bien d'autres. Ça peut être des grands réseaux associatifs, c'est la Fédération des centres sociaux, la Ligue de renseignement, les PIMS, etc. Et en fait, jusque-là, chacun a sa carte. Et le fait d'avoir des descripteurs communs, ça produit non seulement des cartographies possibles, mais aussi les bases de données qui sont derrière ces cartographies qu'on peut utiliser de beaucoup d'autres façons. Et ça, c'est sans doute l'usage qui est le plus apparent dans les initiatives en cours. Mais il y en a 2 autres qui me paraissent très importants. Il y a un usage que je qualifierais de orienter et s'orienter, vers qui on renvoie tout un ensemble de publics existants ou nouveaux, ou même tout un ensemble de professionnels existants ou nouveaux, mais qui ne sont des professionnels d'autre chose que la médiation numérique, pour comprendre avec qui interagir quand on a un besoin de médiation ou un besoin de coopération avec la médiation. Et ça, je pense que c'est un besoin très fondamental. En plus, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de dire au public ou de dire à des associations qui sont de la sphère sociale, etc., « Ah non, c'est pas chez moi ». Et orienter et s'orienter, c'est un besoin qui est d'autant plus fort que coexistent à l'intérieur de chaque territoire
des réseaux dont les missions sont mitoyennes. Aujourd'hui, on voit déjà qu'il y a cette petite confusion qui s'est installée entre les maisons France Service, les lieux de médiation numérique, avec le fait que, nos nouveaux conseillers numériques s'appellent CNFS, qui est un acronyme que je déteste. Déjà, c'est un acronyme et en plus, on accole deux fonctions qui sont mitoyennes, mais qui ne sont pas les mêmes. Et en fait, les cartes vont permettre de voir à quels endroits on est en présence d'une maison France Service, à quels endroits on est en présence d'une fonction de médiation numérique ou de conseiller numérique, à quels endroits elles sont dans le même espace d'ailleurs, ce qui existe, et à quels endroits elles sont peut-être à 500 mètres ou à 3 km, etc. Et je pense que c'est un besoin historique assez long. Moi, il y a 20 ans, j'avais vraiment repéré que à l'échelle de beaucoup de territoires, les lieux de médiation numérique ignoraient parfois qu'ils étaient en zonage politique de la ville ou dans tel ou tel zonage institutionnel. Les maisons du département ignoraient éventuellement qu'il y avait des lieux de médiation numérique et parfois à 500 mètres près, dans un rayon d'1 ou 2 kilomètres, on ne savait pas du tout qu'il y avait des coopérations possibles entre les différents acteurs. Et puis le troisième besoin, et je ne serai pas plus long que ça, le troisième besoin, c'est un besoin d'usage, j'allais dire quotidien, c'est informer et de s'informer. Aujourd'hui, c'est paradoxal de voir que des acteurs de la médiation numérique qui existent dans le champ numérique sont moins visibles en ligne que un kebab ou un vendeur de pizza. Donc c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que où est-ce qu'on les trouve, comment est-ce qu'on y accède, à quels horaires ils sont accessibles, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Pour l'instant, la plupart des efforts qui ont été faits dans le passé ont été des efforts de constitution de bases de données par des têtes de réseau, souvent par phoning, souvent par repérage ponctuel et sans pérennité. Donc si on veut pouvoir informer des publics en disant avant de faire 5 km ou 25 km, c'est ouvert à tel moment, c'est à tel endroit, et il va s'y passer telle chose. Il y a peut-être un numéro de téléphone, il y a peut-être un hyperlien que tu peux regarder, il y a peut-être des infos qui vont avec, ou c'est peut-être des espaces-temps qui t'intéressent et pas juste un espace. Ça veut dire que la richesse de ce qu'on peut mettre derrière une carte, c'est énormément de choses qui ne sont pas seulement des usages cartographiques de la carte. Donc le service à l'usager est aussi extrêmement important selon vous et un pilier de ce questionnement. Oui, en fait, aux usagers, et y compris aux formes collectives, c'est-à-dire aux associations qui sont elles-mêmes des regroupements d'usagers qui ne sont pas spécialement dans le champ numérique. Je me permets juste un petit point pratique par rapport à ceux qui nous regardent ce matin. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez donc l'onglet questions sur la droite de votre écran. Vous pouvez voter en fait pour chacune des questions, et les questions qui recevront le plus de votes, c'est le petit numéro qui s'inscrit à côté de la question, seront traitées prioritairement au moment du temps des questions vers 10 heures. Vincent Bergeaud, je vous ai pas encore laissé la parole. Je souhaitais vous lancer, comme on dit, sur la question de qu'est-ce qu'on va mettre sur une carte, puisque vous, à OSM, c'est une question que vous vous posez au niveau international régulièrement. Quels vont être les dénominateurs communs de ces cartes OpenStreetMap? Et ça sera peut-être l'occasion de rappeler qu'OpenStreetMap n'est pas une carte, mais une base de données. Je vous laisse la parole. Oui, merci. Effectivement, quand j'ai vu, je ne connais pas forcément très bien la question de l'inclusion numérique, et ce n'est pas mon cœur de métier. La question est plutôt effectivement liée à l'usage de données ouvertes et en particulier d'OpenStreetMap, cœur de métier et bénévole. Et ce que je voulais, pour commencer, c'était rappeler que quand on parle de commun numérique, on n'est pas du tout en particulier de commun informationnel, on ne parle pas du tout de quelque chose qui est hors du temps. Et pour ça, je trouvais intéressant de juste mettre ce lien communnumérique.gouv.fr qui est assez récent, 3 semaines, quelque chose comme ça, qui rappelle 3 communs dont il est question, 3 communs informationnels en particulier, tout l'univers Wikimedia, tout l'univers OpenFootFacts et OpenStreetMap également. Et je pense que c'est intéressant de voir aussi par rapport à cet engagement de la sphère publique autour de cette question des communs. Mais par contre, des fois, on dit commun, mais on ne sait pas exactement ce que c'est le commun informationnel. Et en particulier, sur le site que je partageais, à un moment donné, il est précisé
On ne présente plus les projets Wikimedia, OpenStreetMap ou OpenFootPaths. Ces communs numériques libres et collaboratifs font déjà l'objet de contributions de la part de l'administration et nous vous encourageons à y contribuer. Ben si, je pense qu'il faut encore les présenter parce qu'en fait, on les comprend mal. L'exemple classique avec OpenStreetMap, c'est qu'on imagine que c'est une carte. Oui, les 4 cartes, par exemple, qui sont présentées dans le projet, que vous avez… Peut-être qu'on peut les afficher à l'écran. Ces 4 cartes ont bien, pour ces 4 cartes, il m'a semblé, des fonds de cartes basés sur les données OpenStreetMap. Donc, il y a la carte notamment de votre carte, Adrien Devos, si je puis m'exprimer ainsi, la carte d'Inora. On a une carte de la Mednum, une carte de Franciline, qui est un autre hub, et une carte aussi de S2I Lab pour les Hauts-de-France. Voilà. Mais à moins que je me trompe, et faites-moi le plaisir de me détromper, ces cartes sont basées avec des fonds de cartes OpenStreetMap, mais ne sont pas basées sur les données OpenStreetMap. Ce sont des ajouts de données par-dessus. Et c'est bien là où, je crois, on a sans doute des choses à travailler encore. Je ne dis pas que tout peut aller dans la base de données OpenStreetMap. Toutes les données métiers spécifiques et tout ça n'ont pas forcément leur place dans la base de données OpenStreetMap. Par contre, il y a sans doute effectivement un ensemble de données, un plus petit dénominateur commun, qui aurait très certainement une place intéressante à y trouver et un usage ensuite de fait de ces données, parce que des données ouvertes et partagées. Le seul point commun, et je ne veux pas être trop long parce que je peux passer des heures dessus, c'est rappeler aussi que dans les 3 exemples de communs dont je parlais, il y a quand même 2 choses qui reviennent de manière régulière sur ces données et ces bases de données, et en particulier donc, sur ces bases de données. C'est le fait qu'il y a une confiance dans la contribution. Il n'y a pas de contribution qui soit validée. La contribution se fait directement. Et s'il doit y avoir une erreur, elle est corrigée par la suite. Donc, c'est de la validation qu'on appelle a posteriori, après que cette donnée ait été rendue visible. Ça fait partie des points communs de ces 3 communs. Et l'autre, c'est que ces communs ont aussi, dans leur licence, et donc dans la protection de ces données pour aussi continuer à ce que ça soit un commun, il y a une clause de repartage dans la licence. Et là, on rentre vraiment dans un commun informationnel numérique, selon moi, et pas simplement dans des données ouvertes, mais bien dans des données qui sont des données que l'on cultive et que l'on jardine en commun, et non pas que certains s'accaparent pour ensuite réutiliser. Donc, c'est vraiment sur ces 2 points, sur les questions de cartographie d'acteurs, mais de fait sur des questions de cartographie, de réseau, de ce que l'on veut. C'est vraiment mettre en avant à la fois des points communs à tous ces projets, et on pourrait citer Tela Botanica, on pourrait citer tous ces communs numériques, et tous ces communs ont en commun une licence de repartage. Pour les bases de données, je la citerai pour la forme, la licence ODBL, et pour également le fait que les contributions vont directement dans la base de données sans validation préalable de quiconque. Merci Vincent Bergeau. Donc là, vous parlez des communs, et moi je parlais aussi de qu'est-ce qu'il y a de commun sur une carte OSM, à partir du moment où on utilise la base de données, qu'est-ce qui peut rentrer ou pas dans la base de données OSM. Ce sont des questions finalement que les acteurs de terrain se posent aussi dans l'inclusion numérique à partir du moment où ils essayent de faire une carte. Et vous me disiez, quand on a préparé cette table ronde, que finalement beaucoup d'acteurs de terrain essaient d'utiliser la base de données OSM et de coupler avec des données qui sont propres à chaque terrain justement et à chaque besoin. Du coup, Adrien Devos, je vous repasse la parole, puisque finalement le débat sur quel choix on fait quel choix d'acteurs on met sur la carte, finalement quelles données on choisit est un débat interminable et qui est du coup assez difficile. Vous, comment vous avez procédé pour choisir qui allait figurer sur votre carte, qu'on peut peut-être réafficher quelques instants? Vous allez nous dire. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a la question que posait Vincent à très juste titre, qu'on s'est beaucoup posé nous-mêmes, de savoir est-ce qu'on mettait directement les données dans la base OpenStreetMap ou pas. Et c'est effectivement, c'est lié avec la question que vous posez, qui est que ça dépend de ce qu'on cartographie et des informations qu'on met.
et notamment toutes les informations de service, c'est-à-dire finalement qu'est-ce qui se passe dans le lieu. Aujourd'hui, ça, il nous a semblé, hein, pour être par ailleurs assez contributeur et fan d'OpenStreetMap, que c'était pas le lieu de la base de données OpenStreetMap que d'avoir du service qui, par définition, change. Les ateliers changent régulièrement, les compétences, ce qui est proposé dans le lieu. Et ensuite, comment on a procédé, on est reparti déjà des cartos existantes sur la région, parce qu'il y avait un historique sur la région Auvergne-Rhône-Alpes par la Coraya, une coordination qui existait depuis fort longtemps, plus d'une quinzaine d'années, grosse dizaine d'années, et on a récupéré les cartos territoriales, on a comparé un petit peu ce que ces différentes cartos recensaient, et finalement, on est tombé sur une acception assez large en rediscutant avec les différents réseaux locaux, qui était qu'il fallait du matériel de l'accompagnement. C'est-à-dire, et ça c'est assez important, c'est le fait qu'il y ait un humain pour accueillir les gens, sur un certain nombre de cartos, graphies, tous les postes en accès libre, par exemple, dans les halls de mairie étaient recensés. On s'est dit que nous, c'était un petit peu le point de bascule. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'intérêt, en fait, de savoir qu'il y a des ordis en libre accès. La question se pose beaucoup aujourd'hui avec le Wi-Fi. Les Wi-Fi en libre accès, qui sont, on sait que un certain nombre de personnes vont au McDo, vont devant la médiathèque, vont dans des lieux divers et variés pour accéder au Wi-Fi. Est-ce qu'on recense tous les Wi-Fi accessibles, les Wi-Fi publics? C'est une vraie question, et pour nous, c'est pas de la médiation numérique, c'est de l'accès. Bon, une fois qu'on a dit ça, on est aujourd'hui confronté, pour avoir eu la curiosité d'aller voir quelques questions, effectivement, sur les bases de données, comment elles sont à jour et compagnie. Et on a aussi un principe de modération a posteriori, comme l'expliquait Vincent. On a effectivement des mairies aujourd'hui qui d'elles-mêmes, comme la carte est contributive, se renseignent et du coup mettent un office de tourisme avec du Wi-Fi en libre accès. Aujourd'hui, clairement, on a plutôt tendance à contacter ces gens-là et à leur dire que voilà, ça rentre pas, même si c'est pas complètement satisfaisant, parce qu'il faudrait pouvoir le recenser quelque part. Alors, Vincent nous dira si les points Wi-Fi publics ont leur place dans OpenStreetMap, ce que je suis en train de penser, et auquel cas, ça pourrait être une solution tout trouvée. Et sur la démarche, comme je vous disais, on est reparti des cartos existantes avec cette définition très large de il faut du matériel et des humains pour accueillir les publics. Et on a travaillé avec différents réseaux locaux, en l'occurrence avec des acteurs du département de la Haute-Savoie. Je salue Loïc dont j'ai vu passer le nom. Du côté également de la métropole de Lyon et puis plus indirectement avec un certain nombre de départements sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un recensement qui est très exhaustif, c'est-à-dire concrètement un formulaire à remplir qui a beaucoup de cases, parce qu'on a pris en considération beaucoup de points de vue, notamment des travailleurs sociaux dont on estimait que c'était, et dont on estime toujours que c'est le public premier de cette carte-là. Et du coup, on a des spécificités sur c'est pas juste est-ce que le lieu est en capacité d'accueillir du public en situation de handicap, c'est quel type de handicap, avec des déclinaisons assez précises. Idem sur les typologies de public, où on descend sur des mailles assez fines parce que chaque structure a besoin de savoir, une mission locale, elle va avoir besoin de savoir si le lieu accueille des jeunes de 16 à 25 ans. Un point info jeunesse, ça pourrait être une catégorie autre. Dans le cadre de l'accompagnement des personnes âgées, il faudra aller plus de 65 ans, mais la CARSAT va dire que c'est plus de 55. Donc voilà, chaque acteur en fait finalement a besoin de ses propres catégories, et donc voilà. Aujourd'hui, on a un premier modèle. On est clairement au milieu du gué, c'est-à-dire que on a développé cet outil-là, enfin cette base de données, parce que je rejoins Vincent, on est un peu dans la même situation, c'est que pour nous, c'est pas un outil de consultation. La carte INORA, aujourd'hui, c'est une base de données qu'on souhaite pouvoir être mobilisée et réutilisée par les acteurs locaux. Et voilà, on est au milieu du gué à la fois de la définition de ce qu'on met dedans et de la manière de représenter cette base de données. Alors justement, est-ce que il faudrait appeler de ces vœux, de vos vœux, un schéma de données national, ou en tout cas un cadre ou un socle? Ça, c'est aussi une question, parce que là, on parle d'une échelle régionale. Marie Gompert, cette question du langage commun, elle est très importante aujourd'hui, de savoir finalement, est-ce que on a une base de données commune ou un référentiel finalement commun à partir du moment où on veut construire une carte. Et là, ça concerne peut-être pas uniquement l'inclusion numérique, vous l'avez peut-être vécu avec d'autres exemples. Ouais. En matière d'inclusion numérique, là, j'ai vu qu'il y avait l'incubateur des territoires de l'Agence nationale de la cohésion des territoires qui proposait justement un référentiel national des lieux d'inclusion
La NCT, oui. Ouais. Et qu'une première version du modèle, justement, avait été construite avec les hubs. Et ce genre de démarche, c'est vrai que c'est intéressant parce que ça permet déjà de commencer à parler le même langage et si tant est, en fait, que le schéma est adopté par tout le monde. Et du coup, effectivement, ça, c'est vraiment un sujet. Je voulais dire aussi en matière, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions aussi qui parlent par rapport à ça, et c'est un sujet aussi qui est important, c'est que toutes ces cartographies, une fois qu'elles existent, en fait, et toutes ces bases de données, une fois qu'elles sont constituées, on croit que c'est fini, mais en fait, malheureusement, c'est que le début. Et en matière d'information géographique, on est toujours confronté à ça et dans plein d'autres sujets, en fait, le nerf de la guerre, ça reste l'animation. Et je pense qu'il faut qu'on en parle aussi parce que effectivement, constituer un référentiel, une base de données, on y arrivera toujours, si tant est qu'on arrive à essayer d'harmoniser un peu des pratiques, des formats de données et tout ça, mais la faire vivre et l'entretenir, c'est vraiment un sujet dont il faut parler parce que souvent, même au niveau des élus, ou moi je me souviens, j'en ai discuté avec le conseil départemental du Lot-et-Garonne, bon, mais voilà, ils ont mis beaucoup d'énergie à mettre en œuvre cette base de données et à la publier ensuite, à la cartographier, à la rendre visible de la part de tous les acteurs, mais si derrière, on n'a pas quand même un petit peu de ressources qui est là pour pouvoir mettre à jour, entretenir les acteurs, faire vivre le dispositif, en fait, ça sert à rien de mettre en place un système de ce type et un projet de cette ampleur. Donc voilà, je voulais juste aussi appuyer là-dessus parce que pour qu'on en ait bien conscience et que ça rentre bien en fait dans l'esprit commun en fait que pour faire un projet comme ça, il faut de l'animation. Donc, si on conçoit une carte, il faut absolument concevoir aussi son animation, finalement. Vincent Bergeau, par rapport à OpenStreetMap, peut-être vous pouvez témoigner, parce que finalement, la façon dont on peut s'emparer d'OpenStreetMap n'est peut-être pas si simple que ça au premier abord. Vous parliez de formation aussi des contributeurs. Donc, est-ce que ça veut dire aujourd'hui que les acteurs de l'inclusion numérique doivent aussi avoir un temps d'avance par rapport à quel usage sera fait de la carte et comment et quels moyens on met? Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'animer ces cartes et si c'est l'objectif, en tout cas? Oui, pour moi, il y a les deux aspects à travailler, évidemment. Il y a des aspects qui sont des aspects, on va dire, purement techniques pour faciliter le lien entre des bases de données OpenStreetMap et des bases de données métiers. Je rejoins Adrien quand il dit que tout n'ira pas dans OpenStreetMap parce qu'aujourd'hui, la communauté a fait évoluer son vocabulaire, ses schémas propres, et n'inclut pas effectivement des choses aussi précises, détaillées que l'on pourrait s'attendre à trouver sur les services que tu évoquais, par exemple, Adrien. Par contre, qu'on ait des outils qui facilitent l'interaction entre les données avec un minimum qui est mis en commun dans OpenStreetMap sur des choses qui sont stables dans le temps. Je pense, par exemple, ne serait-ce que le lieu, ne serait-ce que... ça peut être aussi des téléphones, ça peut être des références de sites web, ça peut être tout un tas d'informations qui peuvent avoir leur place tout à fait dans OpenStreetMap et qui existent déjà en grande partie, et auxquelles on va savoir associer, attacher des données. Donc là, il manque sans doute, il y a il y a des outils qui existent déjà pour lier ces données avec des données externes. Il en existe plusieurs déjà, que ce soit des outils comme Google Carto, que ce soit des outils que l'on peut développer par ailleurs pour des sites divers, et ainsi de suite. On a des outils qui permettent de faire ces liens. C'est encore un peu ardu techniquement. Donc, il y a un aspect facilitation de l'usage et du croisement des données. Et de fait derrière, il y a pour pousser le jardinage et la mise à jour de ces données, la nécessité de faire des montées en compétences, en formation des acteurs de la médiation numérique sur ces questions de commun. Aujourd'hui, quand régulièrement j'entends on a mis nos données dans OpenStreetMap parce qu'on a fait une projection sur un fond de carte, c'est qu'encore les acteurs de la médiation numérique et de nombreux acteurs publics, ainsi de suite, n'ont pas compris ce qu'était ce commun quand on parle d'OpenStreetMap est bien une base de données. Et donc, je pense qu'on a vraiment ce travail à faire à deux niveaux, des travaux plutôt techniques, logiciels, de facilitation, et des travaux, bien évidemment, de formation, de montée en compétences, de développement de la compréhension
de ces outils. Je rappelle juste pour prendre les enjeux autour d'OpenStreetMap qu'aujourd'hui, depuis le septembre 2019, c'est une compétence du programme Sciences numériques et techniques de seconde. Contribuer de manière collaborative à OpenStreetMap, c'est écrit tel quel, c'est une compétence obligatoire. Donc c'est bien évidemment dans les programmes de l'éducation nationale de seconde. Bien évidemment, c'est plutôt peu, mal, rarement bien accompagné. Bien évidemment, c'est néanmoins écrit dans les programmes de l'éducation nationale de contribuer de manière collaborative à OpenStreetMap, avec tout ce que ça signifie pour dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, de l'appréhension d'un commun numérique informationnel libre comme OpenStreetMap. Jacques-François Marchandise, vous observez peut-être ces acteurs de la médiation numérique qui, de fait, ont du mal à actualiser, à pérenniser ces données, ces cartes. Est-ce que c'est un problème de formation ? C'est pas forcément un problème de formation, il y a une question j'allais dire, de budget temps des acteurs de la médiation, et il y a une question d'intégrer les scénarios d'usage qui passent par la carte pour amener à la médiation. C'est-à-dire le but principal des acteurs de la médiation numérique, c'est de faire de la médiation numérique. C'est pas a priori de contribuer à un commun. Quand ils y viennent parce que leur bailleur leur dit qu'il faut le faire, c'est une mission qui est distincte de la mission de médiation numérique, et c'est une mission qui vient déjà s'empiler avec les X autres missions. Donc ça veut dire que potentiellement ils vont le faire au départ, ils vont le faire une fois, et puis moi ce que j'ai vu au fil des dernières décennies, hein, n'est-ce pas, c'est que la plupart des cartes sont devenues obsolètes. Donc, comment on fait pour qu'elles ne soient pas obsolètes ? Il faut que la dynamique qui actionne la contribution et la dynamique de la communauté soit assez proche de la dynamique du métier des gens qui soient là. Sinon, on empile des fonctions à des fonctions. Et donc, moi, je trouve que c'est jouable, c'est intéressant de le faire, mais dans le passé, hein, il y a très longtemps, Médiacité en Aquitaine avait fait une cartographie à l'huile de coude, on va dire, et quelques années plus tard, elle était obsolète. Un petit peu plus tard, un projet de recherche, Rodin, toujours en Aquitaine, avait fait un travail à coup de phoning, et évidemment, c'était devenu obsolète, et ainsi de suite. On peut s'épuiser absolument, surtout que ce qui nous intéresse sur la carte n'est pas seulement ce qui est labellisé médiation numérique. Un ensemble d'acteurs mitoyens, les tiers-lieux, les centres sociaux, beaucoup d'autres, etc., ne sont pas des acteurs qui s'auto-définissent toujours comme liés à la médiation numérique. Donc potentiellement, c'est les trajectoires d'usage qui vont faire qu'on va se rendre compte qu'il faut mettre sur la même représentation cartographique ou dans des bases de données qui se correspondent. Et si on considère que ça fait partie du métier des médiateurs numériques de faire connaître ce qu'ils font, c'est un des vecteurs qui me paraît important, qui va permettre une mise à jour régulière. Si on considère que des échanges comme celui d'aujourd'hui, comme ceux qui ont eu lieu à NEC, comme ceux qui vont se poursuivre, aident à faire que les uns et les autres aient les mêmes descripteurs, ça veut dire que, par exemple, les endroits où, dans les cartos actuels, on ne met pas le numéro de téléphone, on va peut-être penser à le mettre. Les endroits où on ne met aucun hyperlien vers un site web ou vers des réseaux sociaux, on va peut-être penser à le mettre. Les endroits où on n'annonce pas les espaces-temps de permanence, d'ateliers, etc., on va peut-être pouvoir les faire, et ainsi de suite. On va rentrer dans le chemin des dynamiques d'usage et de la communauté d'usage. Et du coup, il y aura de la contribution à jour, parce que, désolé du terme, mais il y aura un workflow. Sinon, ça n'existe pas. C'est-à-dire que une majorité des lieux de médiation numérique sont saturés de boulot. Ils ne peuvent pas s'en rajouter. Alors même que ce dont parle Vincent, c'est-à-dire le fait d'apprendre à contribuer, en fait, ça fait partie de la culture numérique. Donc, ça fait y compris partie de choses auxquelles les médiateurs numériques eux-mêmes seraient ravis de contribuer, à condition qu'ils en voient le bénéfice en termes d'usage et sur leur mission principale. Et là, c'est un enjeu éducatif plus large, on l'a bien compris. Adrien Devos, je reviens vers vous, puisque finalement, vous avez un peu assumé à Inora que la création de votre cartographie était une manière d'impulser quelque chose, en vous reposant finalement sur les acteurs locaux qui allaient contribuer à cette carte, mais vous dites finalement l'actualisation, elle va pas être possible. On le sait d'avance. On n'a pas les moyens.
Je pense il y a un double enjeu. Il y a quand même, vous l'avez dit, la difficulté aujourd'hui, y compris en termes de financement d'inclusion numérique, à valoriser ces missions d'animation et de coordination et d'animation, notamment au sens de commun. C'est-à-dire que tout le monde veut faire du commun, mais pas grand monde est prêt à payer l'animation pour les faire. Là, j'en profite, puisqu'on est sur un droit pour le faire. Et je pense que là-dessus, il y a un vrai souci aussi de responsabilité. Je suis ravi d'entendre Sébastien Soriano parler d'État en capacitant, mais aujourd'hui, en vrai, sur ces sujets-là, pour le coup, la preuve reste à montrer. Donc ça, c'est le premier sujet. C'est-à-dire qu'en fait, si personne veut financer cette animation-là, elle se fera pas effectivement d'elle-même. Et le deuxième point, c'est que, comme le disait Jacques, alors même si je suis pas tout à fait d'accord, il y a un changement culturel, effectivement, pour reprendre un peu ce que les amis de Framasoft appellent l'économie de la contribution, entre autres, c'est pas les seuls à l'appeler comme ça, mais il y a un changement culturel sur nos rapports au numérique, et c'est en ça que pour moi, c'est pas très différent des missions de cœur des médiateurs numériques. C'est que pour moi, contribuer, en fait, à un commun numérique, comme peut l'être une carte, mais comme peut l'être autre chose, comme peut l'être le logiciel libre, comme peut l'être OpenStreetMap, comme peut l'être Wikipédia. Pour moi, ça manifeste un certain rapport au numérique qui pourrait être souhaitable, si je vais jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, encore une fois, comme a dit Sébastien Soriano, mettre des points sur une carte Google, effectivement, plein de gens le font, notamment dans le milieu économique et commercial, parce qu'il y a un retour sur investissement, que c'est de la visibilité ou autre. Ok, ça, c'est pas de l'économie de la contribution. Il contribue entre guillemets à la base de données de Google Maps, mais voilà, c'est dans une visée commerciale. On est dans le champ du logiciel libre et des communs numériques dans un rapport qui est autre, c'est-à-dire que je suis pas juste consommateur finalement du service, j'en suis acteur, j'en ai potentiellement les capacités à être acteur. Et j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui disait faudrait faudrait faire de la médiation numérique pour les médiateurs numériques, mais oui, culturellement, je pense qu'aujourd'hui, avec dans les 4000 conseillers numériques qui arrivent, tous ne sont pas au fait de ce qui est ce que ça veut dire, ce que ça représente de contribuer à un commun numérique, de ce que ça peut représenter. Ça veut pas dire que c'est facile pour tout le monde, bien évidemment, ça veut pas dire que... Mais je pense qu'on a un enjeu quand même de faire comprendre que la solution magique, elle arrivera pas. Et donc ça veut dire que nous, notre point de vue, c'est-à-dire on fait des outils et des bases les plus ouvertes possibles, on essaye de documenter, et après, il faut... charge entre guillemets. Excusez-moi, vous avez quand même un moyen de tracer les contributions, les modifications, parce que là, je voyais aussi dans les questions, il y avait une question très précise sur le nombre de clics, le nombre de vues, quand on a une structure qui s'est inscrite sur votre carte. Finalement, vous avez quand même quelques datas sur la vie de la carte. Alors, nous, la seule chose qu'on a, parce qu'on n'aime pas bien tracer les gens non plus, y compris parce qu'on ne saurait pas trop quoi faire des données, même si on a bien quelques cas d'usage qui peuvent venir. Aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est les modifications qui sont faites sur les fiches, ce qu'on appelle les fiches, c'est-à-dire la page de chaque structure. Ça, effectivement, on sait quand une fiche est créée, on sait quand est-ce qu'elle est modifiée, et on a, pour être tout à fait honnête, la date, l'heure et l'adresse IP. Voilà. Aujourd'hui, c'est les seules choses qu'on a. Et je pense que pour aller au bout de notre démarche, l'idée c'est qu'effectivement on fasse en sorte qu'il y ait un commun. Et l'enjeu, il est au niveau national effectivement que les communs se parlent. Et ça, je pense que c'est très important. On a tout fait pour pas faire un silo, mais en même temps, il faut quand même rappeler qu'il y a 18 mois, on a demandé à 10 hubs différents de faire leur carte. Donc bon, force est de constater qu'on a tous fait chacun comme on a pu. Et je salue Julien qui est Paris, qui est là, qui témoigne de l'expérience de 3 autres hubs. Mais voilà, à un moment donné, on avait une forme de commande, on l'a fait. Donc il y a cet enjeu de coordination au niveau national. Et puis il y a dans la manière locale, effectivement, d'accompagner l'animation et la mise à jour de cette carte-là. Mais pour nous, ça ne veut pas dire qu'on se défausse du sujet. Mais je ne crois pas au fait de mettre 2 ETP au niveau régional. Auvergne-en-Alpes, je salue les copains de Nouvelle-Aquitaine, mais c'est 12 départements entre Aurillac et Thonon-les-Bains. Voilà, c'est pas le même monde. Et 2 ETP ou 3 ETP sur la région pour maintenir la carte à jour, on pense pas que ce soit le scénario souhaitable. Donc l'idée, c'est il nous manque aujourd'hui la brique d'accompagnement, très clairement, et pour être plus présent auprès des acteurs locaux pour dire vous pouvez vous en saisir, faites-en ce que vous voulez. C'est une carte, c'est un annuaire, vous voulez l'imprimer en papier parce que c'est comme ça que c'est utile pour les usagers. Banco, on y travaille ensemble, mais c'est au niveau local que ça va se jouer. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est pour ça que je disais qu'on était au milieu du gué, on est un petit peu entre les deux. On a fait quelque chose de plus ouvert possible pour répondre aux enjeux qu'on a mentionnés. Et maintenant, il reste à la fois à le coordonner, et je pense qu'effectivement, on appelle, nous, de nos voeux, un schéma national
qui existe, mais qui, voilà, comme on l'a vu à Numérique en commun, n'est pas complètement satisfaisant aujourd'hui. Et je pense qu'avec voilà, un petit peu de moyens supplémentaires et de coordination, on pourrait arriver à se mettre d'accord et que nous, on est complètement prêt à implémenter derrière. Et puis, la brique locale, où on invite effectivement les collectivités à se saisir de ces sujets-là, voilà, en étant accompagnés de cas échéants pour l'utiliser de la meilleure manière. On l'a bien compris, il y a vraiment une question d'échelle. Marie Gombert, vous souhaitez réagir justement à cette question de l'échelle, parce qu'on voit là qu'il y a des allers-retours entre l'échelle du département, de la région ou nationale. Est-ce que c'est des problématiques que vous avez repérées également? Par exemple, vous me parliez, je crois, en préparant le webinaire, de la question de l'adresse. C'est des processus finalement qui partent du local, la normalisation de l'adresse géographique. Oui. À la base, il y a toujours une demande, c'est ce qu'expliquait justement Adrien, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui vient et qui dit, bon, ben voilà, il faut mettre en place quelque chose. Et effectivement, tout le monde, avant de se dire, bon, ben on va essayer d'être cohérent et pour avoir quelque chose au niveau national, on va essayer de se mettre autour de la table, discuter et d'avoir quelque chose d'un peu commun. Ça, effectivement, c'est dans l'idéal, mais dans la vraie vie, la première chose qu'on fait, c'est essayer de répondre en fait à la commande qui a été faite. Et donc, du coup, c'est de par l'expérience qu'on peut avoir, de par le contexte de la régionale, on met en place quelque chose. Mais je trouve que ces démarches, elles ne sont pas forcément mauvaises parce que justement, chacun, en fait, de par la connaissance de son territoire, va mettre en place une démarche. Tout l'enjeu, après, effectivement, pour pouvoir changer d'échelle, c'est de faire en sorte de réussir à harmoniser, en fait, ces pratiques et que les spécificités aussi de chacun puissent à un moment donné se retrouver. Nous, on le voit sur tout un tas de bases de données. Il y a des politiques réglementaires qui, à un moment donné, se sont mises en œuvre. Les opérateurs, les porteurs de politiques publiques ont mis en place des démarches de constitution de bases de données. Et à travers l'analyse de ces différentes bases de données, c'est là aussi on arrive à trouver ce dénominateur commun qui permet justement de trouver une cohérence au niveau national. Et je voyais dans les différentes remarques et les questions, en fait, quand il y a quelqu'un qui a souligné, en fait, que pour cartographier les lieux de médiation, il faudrait se mettre d'accord sur une définition commune de ce qu'est un lieu de médiation. Et ça, sur le cas de l'adresse, typiquement, c'est un sujet sur lequel on a été confronté, mais après coup. Mais je pense que justement, la définition de l'adresse, elle a pu se faire aussi à un moment donné, parce que tous on commençait à avoir de l'expérience par rapport à ce qui était faisable ou pas faisable, par rapport à ce qui était représentable ou pas représentable, parce qu'on représente aussi parfois dans des bases de données ce qu'on est en capacité de représenter et de maintenir par la suite. Et du coup, c'est vrai que ce travail, même si on se dit qu'il faudrait le faire en amont, c'est à travers l'expérience qu'on peut le faire après et le faire bien. Alors, merci à tous. On va essayer de prendre les questions. Alors, il y en a beaucoup et il y en a pas mal qui se recoupent si j'ai bien suivi. Je vais essayer on a parlé quand même déjà de l'actualisation, je pense. Alors, peut-être. Donc ensuite, voilà, à quand une base de données consolidée à l'échelle du territoire national pour une information lisible? Est-ce qu'on a une échéance? Est-ce qu'on peut viser un moment où cette base de données nationale sera disponible? Quelle vision vous avez là-dessus? Qui souhaite répondre? Il y a aussi la question de Marielle Sommet. Est-ce qu'on doit attendre une cartographie exhaustive nationale accessible aussi bien aux acteurs qu'aux utilisateurs? Ou est-ce un sujet dont on doit se saisir au niveau du territoire? Jacques-François Marchandise, je vous vois opiner du chef. Oui, moi, en fait, je pense qu'on est très français, donc on a envie de faire la cathédrale, le porte-avions, le machin immense et parfait, etc. Avant qu'on ait quoi que ce soit de parfait en la matière, il y aura vraiment du chemin. Ce qui veut dire qu'une des meilleures façons d'avoir au contraire une logique d'amélioration continue, c'est d'élargir la boucle d'usage, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la contribution de la part des gens qui auraient l'usage de ces cartographies et qui protestent parce que c'est pas là. Et une partie de ceux qui protestent peuvent devenir des contributeurs si on s'y prend bien. C'était dans les exemples de Vincent, il y avait beaucoup ça. Si je me réfère par exemple, je suis allé regarder plusieurs des cartographies qui ont été partagées, c'est vraiment très intéressant de faire ça parce qu'elles sont en fait toutes bien.
toutes très différentes les unes des autres. Donc c'est intéressant. Si je me dis je suis une personne âgée à tel endroit, je peux être ou quelqu'un de ma famille peut bénéficier de la médiation numérique, qu'est-ce qui va m'intéresser? Ça va m'intéresser de savoir, par exemple, est-ce qu'il y a des horaires, est-ce que le samedi je peux y accéder? Est-ce qu'il y a des horaires du soir? Est-ce que je vais être accueilli par est-ce que c'est un cadre associatif ou un cadre d'acteur public, etc. Et je vais raisonner par rapport à mes besoins et à mes usages. Et potentiellement, si j'ai pas ces réponses-là, je vais pas forcément me déplacer. Il y a déjà beaucoup d'obstacles à ne pas aller dans les lieux. Il y a tout un ensemble de lieux qui ne vont pas y aller. Et donc, potentiellement, les gens qui sont en situation d'aidant, ça va les arranger terriblement que ces cartes soient documentées. Les gens qui sont des apprenants, des futurs conseillers numériques, des gens en formation, des gens qui sont en master, etc. Il faut aller, pas juste les former au carto, il faut le faire en formation action, en disant tu vas prendre ton nouveau job, cartographie l'endroit où tu vas, et y compris si l'endroit est hyper local. La question des échelles, ce qui est génial avec le numérique, c'est qu'il est multiscalaire. C'est-à-dire qu'on va aussi bien travailler à l'échelle des usages, c'est pas une échelle régionale, c'est une échelle de quelques kilomètres le moins possible. Et plus on va arriver à avoir des approches qui densifient et qui nourrissent les petits ruisseaux et les petites rivières d'usage, et plus on va pouvoir faire la preuve du pudding par le fait qu'on le mange. On a bien compris, plus il y a de contributeurs, plus peut-être la carte a de sens. Mais est-ce qu'il y a une question en ce sens sur finalement, est-ce que c'est pensable d'avoir une carte qui s'adresse aussi bien aux acteurs, donc au côté professionnel, qu'aux utilisateurs? Il y a la différence entre la base de données qui est derrière et les représentations qui sont proposées. Et je pense que c'est l'avantage de la plasticité des cartes numériques. C'est qu'à partir de la même base de données, on peut nourrir tout un ensemble d'ambitions. Tout à l'heure, Marie parlait de cartes isochrones, etc. En fait, une part de ce qu'on a à faire, c'est du chrono-aménagement du territoire. C'est pas juste des points sur la carte, c'est est-ce que ça met longtemps d'y aller? Est-ce qu'ils sont ouverts au moment où j'y vais? Est-ce qu'ils coïncident entre eux? Et sinon, je vais avoir des ennuis. Donc, il y a X représentations possibles depuis un même effort de contribution. Vincent Bergeau, peut-être sur ces questions d'usage et de destinataire des cartes à partir des bases de données, de la base de données. Je rejoins complètement ce que vient de dire Jean-François sur la question de l'usage qui est fait des données. Ça va dépendre après à qui on s'adresse, donc que ce soit pour des professionnels ou que ce soit pour le grand public. Ça, c'est le boulot, on va dire, de la cartographie et de savoir à qui elle s'adresse. Mais ce n'est pas le boulot de la base de données. La base de données, à mon avis, et je redis, elle doit contenir un maximum de données en commun. Maximum de données en commun, ça veut dire, par exemple, sur ce qu'évoquait Jean-François tout à l'heure, les horaires, ça a tout à fait sa place dans OpenStreetMap. Il y a une manière de décrire les horaires dans OpenStreetMap. Et d'ailleurs, ça sert souvent même comme référence dans des schémas. Si on prend les points d'accès Wi-Fi, ça existe dans OpenStreetMap, on peut les renseigner, ainsi de suite. Donc, je continue à penser qu'il y a sans doute beaucoup plus à rejoindre aussi certains des communs existants et faciliter ces interactions que de réimaginer aussi totalement que des nouveaux communs. Oui. En fait, en faisant un commun sur la médiation numérique, on risque de créer un silo supplémentaire. C'est ça que vous dites. Mais peut-être de réfléchir à comment on intègre déjà les communs existants sur des questions de base de données cartographiques et des communs qui sont internationalement utilisés. Donc là, ce n'est pas la question, parce que là, on se dit on va faire celle en France, et puis si à un moment donné, on est sur la frontière et qu'on veut connaître les lieux de médiation numérique entre, de mon côté, c'est par exemple le Pays Basque, comment je fais? Je ne peux plus avoir les lieux de médiation numérique à l'échelle du Pays Basque parce qu'il y a une partie en Espagne, une partie en France. Enfin, là, on bascule à un moment donné. Donc, ça rejoint aussi la question d'avoir à minima un plus petit dénominateur commun, mais surtout qui servira à plus de gens que les seuls acteurs de l'inclusion numérique, et donc permet d'avoir, en termes d'animation, en termes de mise à jour des données et tout ça, de plus en plus de personnes. Plus de monde, oui.
Aujourd'hui, juste un exemple, et je m'arrête là, à titre professionnel, quand on travaille avec le comité départemental du tourisme des Landes, on a formé plus de 50 contributeurs dans tous les offices de tourisme des Landes. Mais contribuer à OpenStreetMap, contribuer à mettre à jour les données qui ne sont pas directement des données métiers, mais des données qui sont demandées par les touristes venant dans les Landes. Et on en fait la carte. Donc voilà, il y a vraiment à réfléchir sur ces équilibres et ces interactions. Merci beaucoup, Vincent Bergeau. Il y a une question sur voilà, on cherche à cartographier les lieux de médiation numérique sans être d'accord sur une définition commune de ce que c'est qu'un lieu de médiation numérique. Alors, est-ce que finalement ce travail de définition, il progresse, selon vous, puisque certains d'entre vous sont des acteurs de cette médiation numérique, ou est-ce que, comme dit l'intervenant, on ne prend pas le sujet par le bon bout et on n'a toujours pas la bonne définition? Qui veut répondre? Adrien, Jacques-François, je ne sais pas. Adrien, allez-y. Effectivement, c'est une excellente question. Je ne suis pas sûr que ce soit beaucoup plus simple d'attraper par la définition que par faire des représentations. Et tout à l'heure, j'expliquais qu'on avait une définition assez basique qui était l'accès à du matériel et un humain pour répondre à nos questions. Voilà, nous on a renoncé effectivement à aller plus loin. Si l'enjeu, en fait, il est de se mettre d'accord sur ce qu'on recense, je rentrerai plutôt, alors c'est encore une approche un peu technique, mais je rentrerai plutôt par le schéma de données et qu'on se mette d'accord sur sur ce qu'on recense, mais au sens précis du terme, c'est-à-dire est-ce qu'on met l'adresse, comment on qualifie l'adresse, est-ce qu'on met le nom, le lieu, et que finalement ce soit ce schéma, et je pense pour revenir sur le point précédent qui était le rôle, la base nationale, je ne sais pas si c'est une base nationale qu'il faut, mais je pense que l'idée d'avoir un schéma en fait qui structure et qui du coup, par extension, définit ce qu'on recense, me semble être aujourd'hui en tout cas le plus opérant. J'ai peur, connaissant aussi notre milieu, que s'atteler à une définition de la médiation numérique puisse nous prendre beaucoup plus longtemps que de s'atteler à un schéma de données. Bon, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Et donc je pense que le rôle de l'État, s'il y en a un, il est d'animer la discussion autour du schéma de données. Ça a été évoqué sur le fait qu'il y a eu un travail pendant Numérique en commun, une exploration sur 2 jours qui a été plutôt prometteuse, à partir du schéma de données dont Marie parlait, produit par l'ANCT, dont on n'avait pas forcément connaissance, en tout cas dans son état abouti, pour être tout à fait franc, en tant que hub. Donc voilà, il y a eu beaucoup d'espoir. Je pense qu'on est sorti des 2 jours en se disant on tient quelque chose, en tout cas, si on est capable de se mettre d'accord sur un schéma socle à partir duquel les bases de données pourront être interopérables entre elles. Et du coup, ça me semble important d'intégrer la donne OpenStreetMap dans le lot. Voilà. Et après, j'ai envie de dire, je renvoie encore une fois la question de la définition aux réseaux locaux. Je crois beaucoup au fait que ce sont les acteurs sur leur territoire, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils doivent se connaître, ils ont à se connaître, qui vont finalement définir ce qu'est la médiation numérique en local. Et là, pour le coup, je ne crois pas à une définition unique nationale. Il faut que la définition soit pertinente en fonction du territoire. En tout cas, c'est ce que vous suggérez. Jacques-François Marchandise, vous souhaitez réagir? Oui, rapidement. Je pense qu'il y a plusieurs dynamiques. Il y a le fait de cartographier des acteurs repérés dans un appel à projet, dans un appel d'offres, dans un projet institutionnel, etc. Il y a le fait de se cartographier soi-même. C'est le déclaratif de dire je fais de la médiation numérique. Et je l'appelle à ma manière, mais potentiellement, je suis d'accord pour habiter dans une carte commune. Et puis, il y a le fait de dire que si je m'intéresse plus au flux qu'au stock, parce que je trouve que le flux est quelque chose de plus intéressant que le stock, vers qui est-ce que j'orienterais tel public ? Et le fait de cartographier les lieux vers lesquels j'orienterais tel public, en fait, c'est une dynamique qui est très connue dans d'autres univers. Si je parle de l'univers des seniors, il y a ces répertoires des clics qui répertorient toutes les familles de lieux vers lesquels on peut orienter des gens qui sont autour des problématiques, par exemple, du 4e âge. Donc, moi, je les ai connus sous forme de classeurs papier.
Les clics, c'est à l'échelle des départements, hein, c'est ça? Je crois que c'est à l'échelle des départements et progressivement, ça s'est numérisé. Mais potentiellement, il n'y a pas une médiation numérique monobloc. Il y a des endroits, pour avoir vu à plusieurs reprises, à 200 mètres d'écart, une médiathèque et un PIMS qui ont mis 15 ans à se parler et qui ensuite sont devenus copains. Je sais que c'est pas de la mauvaise foi quand les gens coexistent pas. C'est simplement le fait de savoir vers qui j'orienterais des publics qui viennent vers moi et qui seraient mieux orientés ailleurs, ça fait partie des façons j'allais dire, de qualifier la médiation numérique, non pas depuis le haut ou abstraitement, mais depuis des dynamiques d'usage. Encore une fois, la question des besoins est centrale. Il y avait une question, alors il n'y a pas énormément de votes, mais on l'a pas, je pense que vous avez en partie répondu. Est-ce que la cartographie de la médiation numérique fait partie de la formation des conseillers numériques France Service? J'aurais dit non, mais je ne suis pas la spécialiste. Qui souhaite répondre à cela? Du coup, je peux Oui, Adrien, allez-y. Non, elle n'en fait pas partie de base, hein, puisque le référentiel du titre professionnel sur lequel est adossée la formation, voilà, la question de la cartographie des acteurs n'est pas présente dedans. Elle est de fait présente dans les territoires, encore une fois, où les acteurs qui assurent la formation ou qui se sont les titulaires de la formation qui se sont mis en lien avec les réseaux locaux interviennent. Donc on a vu passer quelques échanges du côté de l'Île-de-France, du côté de la Loire, de la Haute-Loire, c'est le cas aussi, on a parlé, nous, de notre côté, en Isère, en Savoie. Donc voilà, ça se fait plutôt au fil des sollicitations locales. Voilà. Mais je ne crois pas, étant donné que ça fait référence à un titre pro national, dans lequel, à l'époque, quand ce titre professionnel avait été mis en place, la question de se recenser, comme le disait Jacques, se recenser, être visible sur son territoire, faisait pas partie du titre pro, en tout cas ne fait pas partie de la brique du titre pro qui a été récupéré pour les conseillers numériques. Un peu technique. Mais... Très bien, merci. Alors, il y a une question qui n'a pas eu beaucoup de votes, mais que je me permets de faire remonter parce qu'elle est intéressante, elle est assez représentative. Voilà, comment permettre à notre association, là en l'occurrence c'est une association qui s'appelle le Club Informatique et Multimédia, d'être visible sur une carte nationale. Donc là, c'est une association qui est située en Nord-Drôme, et la personne dit on est visible sur aucune carte nationale. Aujourd'hui, voilà, quand on est association et impliqué dans la médiation numérique, concrètement, on fait comment? Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous regardent qui sont intéressés par cette démarche. Est-ce qu'il y a des cartes nationales qui existent? Est-ce qu'il est facile finalement de les intégrer aujourd'hui en tant qu'acteur? Je me permets encore, mais je guette les autres intervenants. J'aurais tendance à faire une réponse que j'imagine pas satisfaisante, mais qui serait en fait de procéder par strate, c'est-à-dire de se rapprocher en fait peut-être de l'intercommunalité, ou en tout cas des personnes qui sont autour de chez elles, et de voir si elles-mêmes sont référencées, et puis peut-être de monter au département. On sait que les départements sont des institutions qui, pour la plupart, sont engagées, et pour le coup, c'est le cas de la Drôme, sont engagées dans des démarches de cartographie. Voilà, il y a effectivement la Carto Inora sur laquelle, même si la plateforme régionale n'a pas est vraiment la page de la base de données et non pas de la représentation qu'on souhaite en faire, mais c'est possible de s'y recenser. Voilà, je procéderai. Aujourd'hui, on l'a dit, il n'y a pas de carto national, donc il n'y a pas une URL qu'on peut indiquer en disant mettez-vous là. Voilà, ça c'est pour l'avenir peut-être, on verra. Tout à fait, pas national. Voilà. Et puis sinon, il y a OpenStreetMap sur lequel tout à fait contribuer. Vincent Bergeau? Ouais. Marie Gombert, souhaitez réagir. Attendez, Marie et ensuite Vincent. Adrien, excusez-moi. C'est aussi par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec des partenaires locaux. Effectivement, au niveau des départements, il y a quand même avec le déploiement de la fibre notamment, des démarches de cartographie qui se multiplient. Et j'avais compris effectivement que leur démarche permettait d'alimenter aussi des cartographies nationales. Donc en effet, ça peut être un bon échelon de contacter son département, ouais, son chargé de mission numérique. Merci. Vincent Bergeau. Oui, je répondais en mode semi-blague. Déjà, de la mettre dans OpenStreetMap, ça veut dire que comme ça, elle sera visible partout dans le monde et pas qu'en France. Alors, pas en tant que structure forcément de l'inclusion numérique, mais elle sera déjà présente
dans la carte, renseigner un lieu d'accueil public, une association, un club informatique, son nom et quelques informations dessus. Ça fait partie vraiment des bases de ce que l'on peut faire assez simplement dans OpenStreetMap, ce qui veut dire que dans tous les fonds de cartes, utilisant la donnée OpenStreetMap et exprimant les associations, on verra cette association. Donc ça, c'est pour répondre au cas pratique. Et pour ajouter effectivement que je pense que l'intérêt, entre guillemets, avec OpenStreetMap, encore une fois, je ne focalise pas que sur cette base de données. Je vois bien aussi tous les enjeux des autres données métiers. Hein. Mais dans le cas d'OSM et dans le cas de la médiation numérique, je pense qu'il faut garder en tête qu'il y a énormément, effectivement, aussi d'outils existants qui peuvent faciliter des actions de médiation numérique dans ces lieux. Je pense à des outils sur téléphone qui existent au niveau international, qui sont bien évidemment traduits en français, qui permettent de faire une forme de ludification de la contribution à OpenStreetMap. Là, on parle de projets qui commencent assez facilement à 8-9 ans pour en avoir mené un certain nombre et qui finissent sans difficulté à plus de, je pense que je suis aux alentours de 90 ans en termes d'âge. Donc la question, par exemple, de l'appropriation d'outils, il y a aussi des outils existants pour réellement contribuer à OpenStreetMap. Donc voilà, il y a tout un champ sur la médiation qui pourrait aussi utiliser ces outils. La plupart de ces applications étant évidemment des applications également libres en termes de licence. Voilà, et sur C'est vrai, ouais. Voilà, le commun de la médiation, ne pas oublier effectivement un bout de schéma et ne pas oublier une licence qui oblige à travailler en commun d'une certaine manière et donc qui oblige un repartage, à mon avis. Merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu largement aux questions qui se recoupaient, il me semble. Donc, je pense que l'heure est à la conclusion. Peut-être qu'on va réavoir en ligne Emma Gariani, directrice générale déléguée de la MEDNUM, et Nicolas Turca, responsable du service éducation, inclusion numérique et services au public à la Banque des Territoires. Je vois que vous êtes là. Je vous laisse la parole après ces échanges foisonnants et on voit bien que le chemin est encore long. On pourrait refaire le même webinaire dans 1 an, dans 2 ans. Non, mais, alors, je vais débuter, Emma, et comme ça, tu finiras. La parole de l'expert primera. Donc, dans ce sens-là. Non, mais écoutez, c'était passionnant. Bon, nous, on voit bien que la question des outils et de la cartographie devient de plus en plus proéminent. Alors, c'était d'ailleurs une des raisons pour laquelle on a beaucoup poussé pour que ça soit ce sujet-là et pas un autre sur ce dernier webinaire de cette année, parce que, j'allais dire, il nous manque encore un paquet d'outils. Tout à l'heure a été évoqué le fait que le schéma de données national n'était pas assez connu, pas assez contributif peut-être. Et je pense que c'est un sujet majeur qu'on a sur France Service, enfin sur des politiques sur lesquelles la Banque des Territoires est impliquée, que ce soit France Service, que ce soit probablement les conseillers numériques, mais c'est en cours de résolution, notamment avec les travaux autour des Dents Connect, de la NCT et du programme de société numérique. C'est également un sujet majeur dont on a beaucoup parlé tous ensemble, d'ailleurs, un certain nombre d'entre nous, depuis la stratégie nationale pour un numérique inclusif et la mise en place des hubs. Donc, c'est quelque chose qui continue. Je pense que on a encore un sujet qu'on n'a pas encore traité, qui est sur ces cartographies. Est-ce qu'on est capable de superposer notamment des données d'usage de ces lieux avec un certain nombre de données, y compris anonymisées. Aujourd'hui, on génère tous du reporting. Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? Moi, côté Banque des Territoires, on agrège les données de près de 4,3 millions d'accompagnements qui ont été réalisés en 1 an, enfin plus d'1 an sur France Service, plus de 35 000 ou 40 000 accompagnements là depuis rien qu'en 1 mois sur les conseillers numériques, avec des conseillers numériques très très partiellement déployés actuellement et déjà sur le terrain. Donc la question, c'est ces données, qu'est-ce qu'on va en faire ? Y compris, est-ce qu'on est capable de les superposer sur des lieux ? Est-ce qu'on est capable d'avoir du décisionnel, des choses comme ça ? Au-delà de la simple problématique de la carte, il y a le décisionnel que ça génère derrière, y compris pour nous.
Je voulais attirer l'attention, et je laisserai la parole à Emma, sur un dernier point qui est la question aussi du ciblage et du ciblage de l'action publique. C'est une préoccupation souvent importante. C'est le sens du partenariat qu'on va signer avec la MEDNUM autour de l'indice de fragilité numérique. On en a assez peu parlé, mais qui est une donnée aussi qui a été travaillée par la MEDNUM et par un certain nombre d'autres acteurs depuis plusieurs années maintenant, pour pouvoir nous guider, pour pouvoir nous orienter. On l'utilise déjà aux grandes dames d'un certain nombre de gens, cet outil, pour pouvoir éclairer nos décisions, et y compris prioriser un certain nombre de dispositifs. Donc ça, c'est quelque chose d'important et on voudrait un peu le systématiser. Voilà, l'usage de la donnée, en tout cas, pour moi, c'est un des enjeux de ces, 5 prochaines années, sur le fait de qu'est-ce qu'on en fera et comment est-ce que ça éclaire. Je pense qu'il y a probablement pas assez de décisionnels qui retombent. Alors, sur les acteurs même, on a beaucoup parlé des acteurs eux-mêmes, de la donnée, de la capacité supplémentaire à des acteurs qui agissent sur un territoire, mais également à des acteurs décisionnels. Je pense à des préfets, je pense à des élus, je pense à des choses comme ça qui ont un besoin aussi probablement de visibilité sur un certain nombre de données et de dispositifs qu'ils déploient. Voilà, je laisse la parole à Emma, peut-être pour compléter sur un certain nombre de points. Merci Nicolas, merci à toutes et tous pour ces échanges extrêmement riches qui montrent l'acuité des problématiques liées à la collecte de données, à leur structuration sous forme cartographique ou pas d'ailleurs. On voit qu'il y a effectivement c'est vrai que l'Ordre numérique en commun, donc avec Data Activist, notre partenaire, et puis beaucoup d'acteurs, on a réfléchi autour de la question vraiment des données pures, des standards, mais on voit que plus largement, il y a des problématiques d'animation de communauté, de contribution, de médiation autour des données et de la contribution, et qui rejoignent donc des politiques publiques de formation, des CNFS, etc. Donc le champ est vaste et on a pris de la hauteur et on l'a défriché ici. Sur la question peut-être pour rebondir sur ce qui a été dit sur 2 petits points, sur la question des standards de données, il y a des petits échanges sur le chat, mais je reprécise, c'est que je crois que l'ANCP va commencer à retravailler le standard de données et dans le Connect national sur les données d'inclusion numérique. Et moi, quelque chose qui est important aussi à croiser, Jacques-François l'a mentionné, c'est finalement comment est-ce qu'on évite de faire doublon entre les standards de données des tiers-lieux, puisque aujourd'hui se pose la question aussi exactement au même moment, exactement sous les mêmes termes, de comment est-ce qu'on cartographie les actions, les données des tiers-lieux. Donc, essayer aussi de créer des ponts avec cet espace-là paraît important. Et c'est vrai que il y a une multitude d'outils, il y a une multitude de démarches et ça va être important de créer de la cohérence dans tout ça. Donc, nous, dans le cadre du partenariat avec la Banque des Territoires à venir sur l'indice de fragilité numérique, on en est très heureux déjà parce que ça nous permet de renforcer l'aspect décisionnel, comme le disait Nicolas, autour de l'indice de fragilité numérique qui est aujourd'hui utilisé par en fait une diversité d'acteurs, c'est-à-dire qui va sur, on a 3000 utilisateurs à peu près par mois aujourd'hui et qui va sur ce portail-là, finalement, on se rend compte dans les échanges qu'on a que ce sont autant des usagers, beaucoup de conseillers France Service également, mais également, comme le disait Nicolas, des préfets, des chargés de mission, inclusion numérique dans les préfectures, dans les collectivités territoriales, dans les entreprises également. Et puisque nous avons travaillé avec Malakoff Humanis sur l'utilisation également de cet outil-là. Donc, ce qu'on voit là, c'est que ça va être important de croiser le fond de carte indice de fragilité numérique, c'est-à-dire quelle est finalement la demande de médiation numérique, où sont les personnes à risque, où sont les zones à risque, avec cette question des lieux. Et donc, c'est en croisant ces 2 aspects-là qu'on va arriver à être plus complet dans finalement le déploiement de politique publique, le développement d'actions, et on a très envie en fait que cette utilisation-là, cet applicatif-là, qui est le portail de la fragilité numérique,
permettre aux acteurs de terrain, permettre aux acteurs prescripteurs de développer de nouveaux usages. Il y en a peut-être qu'on n'a même pas encore en tête au niveau des parcours, au niveau des échanges. Donc, c'est là qu'on voit que moi, je suis tout à fait raccord avec Nicolas pour dire que le sujet de la donnée, il va être clé parce qu'on atteint aussi une maturité sectorielle. Il y a des nécessités d'évaluer les actions, de les piloter, de les projeter à mesure qu'elles prennent de l'ampleur. Et la donnée va être un aspect important là-dedans. Donc, nous, on espère pouvoir modestement, grâce à nos partenaires, grâce à nos contributeurs, grâce à nos utilisateurs qui nous font des retours autour de ce qu'on veut être un commun numérique, pouvoir y contribuer modestement à la Mednum. Et donc, rendez-vous dans les prochains mois pour y travailler ensemble. Eh bien, merci beaucoup à tous pour vos interventions riches et vraiment fructueuses ce matin. Je rappelle simplement qu'une synthèse en fait de ce webinaire sera disponible sur le site de Chute dans quelques jours. Voilà, un article de synthèse. Et encore merci à tous pour votre contribution et à tous les participants qui étaient nombreux ce matin et à leurs questions également. Très bonne journée à tous. Merci. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.